Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Mikouba Télévision. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à vous tous. À la une de l'actualité, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections législatives nationales par rapport aux 64 requêtes des candidats qui ont vu annuler leurs résultats par la CENI pour fraude, bourrage des urnes, corruption et vandalisme dans les bureaux de vote. 35 dossiers ont été déclarés irrecevables, 24 non fondés et 4 dont les requérants se sont désistés. Vous suivrez bien sûr les détails dans cette grande édition du journal. Et dans la ville de Goma, le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, a lancé ce jeudi les travaux de construction de plus de 3 km du tronçon routier reliant les quartiers Katindo, Imbi et Kieshero dans la ville de Goma, et dont les travaux de construction sont financés par le gouvernement provincial. Et dans la province du Lualaba, l'ambassadrice du Canada en RDC qui séjourne dans la province du Lualaba, Maryse Guibault, a été reçue par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. Elle a fait part à la gouverneure de l'intérêt que porte son pays à investir dans le secteur minier, notamment dans la province du Lualaba. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikouba Télévision. Siégeant en matière des contentieux des résultats aux élections législatives nationales dernières, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les 64 requêtes des candidats qui ont vu leur élection annulée par la CENI, notamment pour fraude, bourrage des urnes, corruption et vandalisme dans les bureaux de vote. 35 dossiers ont été déclarés irrecevables, 24 dossiers non fondés, 4 autres, les récurrents ont désisté. C'est le président de cette haute juridiction, Dieudonné Kamouleta, qui a présidé l'audience en présence de 7 autres juges. Regardez. Ces arrêts, et dans ces arrêts, il y a l'irrecevabilité, il y a les non-fondements, comme pour dire que la Cour n'a retenu aucune requête. La Cour a motivé son arrêt, la Cour a reconnu sa compétence, contrairement au Conseil d'État, et la Cour examinant les questions de forme a considéré que dans certains dossiers, il n'y a pas eu respect des questions de forme, d'où irrecevabilité. Et là où la forme a été respectée, la Cour a examiné les fondements, c'est-à-dire le bien fondé de chaque requête, et a trouvé qu'aucune des requêtes ne contenait les éléments qui pouvaient apporter sa conviction de valider le requérant qui a été invalidé. Vous voyez, la conséquence c'est quoi? C'est que la Cour ayant rendu son arrêt en premier dernier ressort, c'est terminé. Donc tous les candidats qui étaient invalidés par la CENI et qui ont fait objet de requêtes, n'est-ce pas, ils n'ont plus ailleurs pour faire la requête. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé ce mercredi 7 février Augustin Kabouya Tshilumba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tshisekedi en tant qu'informateur. Sa mission consiste donc à identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation du prochain gouvernement. Est-ce une mission difficile pour ce haut cadre de l'UDPS? John Daïlemanda a rencontré quelques analystes politiques quant à ce. Regardez. Tout d'abord, la mission confiée à Augustin Kabouya est légale conformément à l'article 78 de la Constitution, ont souligné Joseph Moulante et Gustave Moulongoy, tous analystes politiques du Lualaba. Nous avions tous suivi les communiqués. Le président de la République s'est conformé aux lois de la République. Il est fait obligation au chef de l'État de pouvoir nommer un informateur, celui-là pour identifier la majorité. La tâche d'un informateur n'est pas moindre, parce que c'est du résultat de son travail qu'il aura à effectuer sur le terrain, où on aura le Premier ministre et la suite du gouvernement. Cette nomination s'inscrit dans un cadre tout à fait logique parce que la Constitution prévoit ce genre de mécanisme. Et à chaque fois que l'on n'arrive pas à avoir un parti politique, une formation politique qui se dégage par sa majorité, on recourt à des regroupements, des choses comme ça. La tâche est difficile mais pas impossible, ajoute Joseph Moulante. Ces derniers croient en la grandeur politique d'Augustin Kabouya et espèrent que le résultat attendu par les chefs de l'État sera meilleur. La tâche n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus une tâche impossible. Il va y parvenir. Je maîtrise bien la personne d'Augustin Kabouya, c'est un fait politique.
Le président de la République ne s'était pas trompé sur des personnes. Et je sais que d'ici peu là, il va, n'est-ce pas, orienter ces éléments-là au chef de l'État. Pour sa part, Gustave Moulongoy estime que les choix du chef de l'État portés sur Augustin Kabouya est mérité, surtout qu'il répondra à ses attentes, car ayant déjà compris sa vision. M. Kabouya, en tant que secrétaire général du parti, vivant aux côtés du président de la République pendant de longues années, il connaît très bien ce que veut le président de la République, il connaît sa vision. Je pense que c'est déjà un atout pour lui de pouvoir trouver cet oiseau rare, cette personne qui peut présider à la destinée de la République en tant que Premier ministre. Il va pouvoir l'identifier parce qu'il ne va pas trouver un monsieur compliqué, un monsieur conflictuel. Ces analystes politiques souhaitent également que le prochain Premier ministre soit le véritable patriote qui résoudrait les problèmes des Congolais. L'espace linguistique, l'espace, n'est-ce pas, géographique n'a pas d'impact. On a besoin d'un Premier ministre qui va répondre aux attentes de la population, un fin politique. On peut trouver un profil qui correspond, qui peut donner satisfaction au peuple congolais, mais c'est ça l'intérêt, c'est ce qui nous intéresse. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît déjà les desiderata, les besoins, les attentes de la population, quelle que soit la provenance. Je crois que c'est ce qui nous intéresse, nous. Dans le cadre de ses fonctions, Augustin Kabouya consultera les partis politiques, regroupements et personnalités politiques de toutes tendances représentées à l'Assemblée nationale, conformément aux résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et face à la manipulation et désinformation autour de la guerre qui sévit dans l'est du pays, le porte-parole de l'armée a rassuré la population du Nord Kivu et ses environs de la détermination des forces armées à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour non seulement mettre l'ennemi hors d'état de nuire, mais pour récupérer les espaces occupés dans Bunagana et d'autres localités. Le général Sylvain Ekenge indique que la violence des combats actuels démontre même cette détermination de l'armée régulière à restaurer la paix dans l'est du pays. On l'écoute. Les troupes de la SADC sont déjà chez nous. Elles sont en train d'être déployées. Et il y a certaines questions qu'on ne peut pas aborder lorsqu'on est dans un cadre comme celui-ci, qui nécessite que les militaires puissent aborder au niveau stratégique, au niveau opératif, au niveau tactique. Mais ce que je peux confirmer, c'est que les troupes de la SADC sont là et elles contribuent déjà aux opérations. Bunagana a occupé depuis des années. Est-ce qu'on l'abandonne? Dans notre jargon militaire, on dit que nous sommes en guerre et on sait quand on commence la guerre, mais on ne sait pas quand on la termine. Commencer une guerre, c'est bien beau. On peut commencer la guerre, mais son issue ne dépend pas de celui qui l'a commencé ou de celui qui est engagé. C'est des forces, les deux forces engagées, celle qui va dominer, qui va remporter la victoire, et on ne sait pas si c'est laquelle. Mais ce qui est vrai, c'est, je l'ai dit dans mon mot liminaire, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cette agression comme une question existentielle. Et pour que le Rwanda occupe le Congo, il faudrait que le dernier militaire soit éliminé. Et tant que nous serons là, Bunagana sera récupéré. Et puis après cette nouvelle bombe larguée encore à Goma, Kinshasa va-t-il déclarer officiellement la guerre au Rwanda comme le souhaitent la plupart des Congolais? À cette question, le ministre Mouyaya a répondu que les conditions constitutionnelles ne sont pas réunies pour que le chef de l'État puisse déclarer la guerre à un État quelconque. À en croire Patrick Mouyaya, l'Assemblée nationale étant nouvellement constituée et dirigée par un bureau provisoire, les récentes élections n'ont qu'à pour mission de valider le mandat des nouveaux élus, élaborer son règlement intérieur in fine, de voter les membres de son bureau définitif. Regardez. Parce que le président de la République l'a dit, nous sommes déjà, je dirais, en opération. Mais dans les conditions actuelles, une guerre ne peut pas être déclarée parce que vous savez que nous sommes en phase d'installation de nouvelles institutions et que même si le président de la République le voulait dans ces conditions, constitutionnellement, on ne serait pas en mesure de le faire. Les plus importants, c'est peut-être pas cela pour le moment. Les plus importants pour le moment, c'est de savoir ce qui est fait
pour restaurer la sécurité dans ces parties du territoire national. Et vous avez suivi tout à l'heure ce que le général a dit en liminaire de ce qui s'est fait sur terrain, parce que la vérité, c'est que beaucoup de ces opérations, lorsque s'elles déroulent, lorsque par exemple au pylône ou lorsque nos drones entrent en action, on n'en fait pas forcément la communication, mais aujourd'hui, s'il faut dénombrer les victimes rwandaises, on en compterait par centaines. Parce que chaque fois, les cibles sont bien trouvées, parce que c'est des drones, y compris équipés avec, je ne voudrais pas faire des détails sur ce qui relève des opérations militaires, mais il faut considérer que tout est fait et l'ennemi est poursuivi partout où il doit l'être pour être sûr que nous resterons la sécurité dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la guerre telle qu'abordée, telle qu'évoquée par le président de la République, dans un contexte précis, parce que nous étions déjà en opération contre le M23, vous avez vu qu'il y a eu l'émergence d'un mouvement que je ne voudrais même pas répéter ici, et c'est justement un avertissement qui avait été adressé et pour lequel des conséquences seront tirées. Et donc, dans cette guerre, toutes les hypothèses sont à table et les moments venus, si les conditions constitutionnelles sont requises, pourquoi pas, si les conditions l'exigent pour assurer la protection et la défense de notre territoire. Et comme vous le savez, nous, dans notre tradition, nous voulons communiquer sur la vérité pour que le peuple congolais puisse être édifié. Et sur ça, nous comptons beaucoup sur les médias pour être sûr que nous relayons les bonnes informations et que grâce à certains d'entre vous, nous pourrons faire rapidement le fact-checking pour casser tout ce qui est manipulation, diffamation et mensonge dilués par l'ennemi. Et sur ce même chapitre, les forces armées de la RDC, dans un communiqué lu par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire dans la province du Nord Kivu, a rassuré la population quant à leur détermination à sauvegarder l'intégrité territoriale face à cette agression rwandaise. Les FARDC dénoncent également le bombardement par l'armée rwandaise des objectifs civils. Suivez ici le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Il est à la caméra de notre correspondant depuis la ville de Goma, Patrick Sialoua. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ont largué dans la nuit du 6 février et le matin du 7 février 2024 deux bombes respectivement sur Nzulu et le marché du quartier Mugunga à Goma. Ces bombes qui ont ciblé des populations civiles n'ont pas causé, heureusement, des pertes en vies humaines. Par la même occasion, le commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations au Nord Kivu informe la population de sa juridiction que les forces loyalistes s'activent en ce moment à déjouer les attaques simultanées lancées ce même jour par les terroristes de l'armée rwandaise sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo se trouvant en profondeur de la cité de Sake. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme et la rassurent de leur farouche détermination de la défendre et sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Je vous l'annonçais en titre, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a lancé ce jeudi les travaux de construction de plus de 3 km de tronçons routiers reliant les quartiers Katindo, Imbi et Kieshiro, c'est dans la ville de Goma. Et les travaux de construction sont financés par le gouvernement provincial, exécutés par Jocas Trading. Il appelle ainsi à cet effet la population à savoir faire confiance à son armée. Suivez ici le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu. Ces propos recueillis pour vous encore une fois par notre correspondant sur place, Patrick Sialoua. De prime abord, comme je l'ai dit, c'est un lancement qui est significatif car il intervient au moment où nous sommes sous la pression de l'ennemi. C'est d'abord pour signifier aux rebelles que nous y sommes. Nous n'allons pas quitter la ville et nous allons continuer à travailler comme d'habitude. C'est pour aussi rassurer la population qu'elle doit avoir confiance à son armée, parce que le chef de l'État a mis tout en œuvre pour que la ville de Goma soit sécurisée et ses environs.
et pourquoi pas bientôt le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Voilà un peu la signification du lancement à cette date. Et en plus, on doit avancer dans la vision du chef de l'État qui est la modernisation de la ville et des territoires comme il a promis pendant la campagne électorale. On doit laisser une trace. C'est pour cela qu'en même temps que nous lançons les travaux ici, nous sommes en train de les faire aussi à Beni et à Butembo. Et peut-être bientôt j'irai encore à Beni pour lancer l'aérogare de l'aéroport de Beni que nous sommes en train aussi d'élargir. Le choix, c'est parce que nous sommes tous Congolais. Il y a eu des attributions qu'on a données à beaucoup de partenaires. Pourquoi pas à Jocas, qui est parmi les meilleurs aussi partenaires que nous avons aussi dans cette province du Nord Kivu. Autre chose, après le démarrage des travaux de lutte contre les érosions, quelques jours après la pluie du 26 décembre dernier au Kasaï, l'heure est à l'évaluation des travaux d'exécution. Le gouverneur de la province du Kasaï central a effectué une ronde ce mercredi avec le directeur général de l'OVD et celui de BCEUCO. Pour cette fin, la satisfaction est totale pour toute la délégation après cette ronde. C'est ce que nous dit Soleil Toumba Moufika, notre correspondant sur place. Cette descente sur terrain avait pour but de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de lutte anti-érosive amorcés sur la ville de Kananga quelques jours après la pluie du 26 décembre 2023 qui a occasionné la création de plusieurs têtes d'érosion. Il y a d'une part les travaux financés par la Banque mondiale à travers le projet Puric, ceux financés par le FONER ainsi que d'autres par le BCEUCO. Le gouverneur de province John Kabea Chikaï, le directeur général de l'Office des voiries et drainage Victor Toumba Chikela, ainsi que celui de BCEUCO Jean Mabi ont mis toute la journée de ce mercredi ensemble avec les différentes entreprises dont Safrimex et TOA, ainsi que les opérateurs économiques pour évaluer les degrés d'exécution de ces travaux. Et là, John Kabea Chikaï y sort satisfait. Je suis vraiment très satisfait de l'évolution des travaux sur la ville. Avec la tournée que nous avons faite, y compris vous aussi des journalistes, il faut donner une bonne information à notre population. Il y a l'Athénée de Kamaï, un grand chantier, il y a l'université que nous avons visitée aussi, il y a la voirie urbaine, il y a les différentes infrastructures qui sont prises en charge par le gouvernement central. Et c'est à vous de nous encourager pour voir dans les jours à venir si le chef de l'État peut encore faire de plus que ce qu'il est en train de poser comme acte dans notre province. Ingénieur Victor Toumba Chikela, directeur général de l'OVD, a devant la presse salué la volonté et la détermination du chef de l'État dans cette lutte avant d'annoncer que la suite des travaux du projet Tchilegelou sera assurée par l'entreprise arabe Contractor. Vous savez très bien que nous avions résilié avec Rexet et il avait fait un certain nombre de travaux. Et aujourd'hui, je peux dire, après les mécanismes de substitution, il y a une entreprise qui va travailler sur la poursuite des travaux de Tchilegelou, c'est Arabe Contractor. Il nous reste quelques réglages administratifs que nous devons faire au niveau de Kinshasa. Et là, nous saluons aussi la volonté du chef de l'État parce qu'il y a tout un projet d'acquisition du matériel, 5000 engins. Et c'est une première depuis que la République existe. Les opérateurs économiques présents dans cette ronde promettent quant à eux d'apporter leur soutien dans ces travaux. Jean Assaka Chombe est de la FEC. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous avons notre part de responsabilité. C'est-à-dire nous devons aussi, parce qu'il y a un problème d'équipement sur terrain, il y a un problème de matériaux de construction, il n'y a pas assez de ciment. Donc c'est là aussi notre responsabilité. Les dégâts causés par la pluie du 26 décembre dernier sont énormes. Il faut alors donc le concours de tous pour faire la pression aux autorités du pays pour financer le reste des travaux. Et puis l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo séjourne dans la province du Lualaba. Maryse Guilbeault a été reçue en audience par l'autorité provinciale. Elle a fait part à Fifi Masuka de l'intérêt que porte son pays à investir dans le secteur minier. La diplomate canadienne n'a pas caché son admiration du leadership de la gouverneure. Regardez. En séjour de travail dans la province du Lualaba, l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo a été reçue par la gouverneure de province ce jeudi 8 février 2024. Fifi Masuka Saini et Maryse Guilbeault ont échangé durant plus d'une heure sur des sujets de développement de la province, du commerce et d'investissement dans le cadre du partenariat Canada-RDC. La diplomate canadienne, qui est en sa première visite dans la province du Cobalt, a suivi religieusement les explications de la gouverneure Masuka sur le développement infrastructurel du Lualaba sous l'impulsion du président Tshisekedi. L'objectif de ma visite est essentiellement commercial. On essaie de travailler sur l'aspect de la relation bilatérale commerciale et d'investissement entre le Canada
et la RDC comme partenaire à part égale de tout ce qui est l'aspect commerce, investissement. Donc, je vais me joindre à la Chambre de commerce Canada-Afrique qui est ici, qui sont venus d'Ottawa et de Toronto pour participer à cet événement ici où on va échanger, parler avec les entreprises, avec le gouvernement. J'ai eu d'excellentes discussions aujourd'hui avec son Excellence, Madame le gouverneur, ainsi qu'avec 3 de ses ministres importants du cabinet. Il y a énormément de potentiel. Je trouve ça excitant. Je pense que le Lualaba est très attrayant déjà pour les entreprises canadiennes qui veulent investir ou faire affaire en RDC. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ça plus public, travailler ensemble. Je pense que ça, c'est gagnant-gagnant. Maryse affirme que le Canada est également intéressé par le domaine minier avant de jeter de fleurs à la gouverneure Masuka pour son leadership qui produit des résultats remarquables selon la volonté politique du chef de l'État. Je ne peux que vanter ce que Mme le gouverneur a réussi à accomplir avec son équipe. Femme de pouvoir, une femme qui a une vision pour son peuple, pour sa région, pour sa ville, et je trouve ça extraordinaire. Alors, félicitations, Madame la gouverneure. Avant de se séparer de son hôte, la chef de l'exécutif provincial lui a offert un bouquet de fleurs, signe d'amour et d'hospitalité du Lualaba. Autre chose, il s'observe depuis un temps les travaux de réhabilitation de certaines artères principales de la ville de Kolwezi. L'opération se poursuit sur les différentes avenues malgré les difficultés que rencontrent les équipes de l'Office des voiries et drainage rencontrées sur le terrain. Parmi les obstacles, on note la présence de Madame la Pluie qui freine les travaux, mais également les déchets ménagers qui bloquent la fluidité des eaux dans les buses. Des détails dans ce grand reportage signé Oscar Kalambay. Les différentes avenues de la ville de Kolwezi, en état défectueux, connaissent à ce jour des travaux de réhabilitation à certains points chauds. Cependant, l'Office de voirie et drainage dit connaître plusieurs difficultés, à l'instar de la gestion des eaux, a fait savoir Fortuna Kabonge, directeur provincial de cette entreprise publique, rencontré dans son cabinet. La ville de Kolwezi, bâtie sur un terrain sablonné. S'il pleut, l'eau en ruisselant emporte des saletés, des détritus et les sables qui, au fur et à mesure que la vitesse de l'eau diminue, il y a un dépôt qui se crée à tout moment. Il y a les eaux en provenance en amont, sur Kamina, Dilolo, et tous ces eaux-là sont orientées sur Lokoni. Et là, on est en train de curer. Il y a une traversée qui est totalement bouchée et nos hommes sont en train d'entrer à l'intérieur pour curer. Et là, les travaux aussi évoluent très bien. Les difficultés, par exemple, il y a des traversées en buse qui sont de petites dimensions. Ça demande de machines bien appropriées, entre autres les hydrovides. D'une façon mécanique, on peut curer tous les sables entassés et des détritus qui sont dans les égouts. Avec cette machine, on peut facilement les curer. Maintenant, là, il y a nos hommes qui entrent là-dedans, curer et tout ça malgré la petite section. L'OVD a été plusieurs fois accusé de faire un travail à faible qualité, particulièrement sur l'avenue Lumumba où l'entreprise revient pour boucher les nids des poules et des bains de cochons. Face à cette réalité, le directeur provincial rétorque. On est en train de nous accuser par défaut. Voilà un peu, il y a quelques artères aussi qui sont devenues vétustes. On peut parler par exemple de l'avenue Lumumba. Elle est devenue, parce qu'on n'avait même pas terminé cette route-là, elle est à monocouche. À part ce qu'on a réhabilité récemment, mais les avenues sont devenues vétustes. Voilà un peu Lumumba. Ce n'était pas prévu à recevoir des camions, des engins, des grands tonnages. Mais pour le moment, c'est là où le minier passe avec la structure que présente la chaussée, raison pour laquelle, comme la route est vraiment sollicitée, il y a des affaissements de gauche à droite. Au croisement des avenues Lukuni et Laurent Désiré Kabila, le bain de cochon a été bouché en attendant la couche de roulement et un caniveau est en pleine construction pour évacuer les eaux à l'origine de la défection de la route. Sur l'avenue Kassavubu au centre-ville, les bains de cochon sont encore visibles malgré les premières interventions. L'OVD promet de solutionner d'ici le week-end. Sur la route Mushima, la situation est presque chaotique. La circulation des véhicules est difficile. Le cœur fait mal, alors que la province est potentiellement riche. Que fait le ministre des Infrastructures?
tout l'argent perçu sert à quoi? La population souffre. Seule la fondation qui est de l'autre côté de l'avenue les aide comme pan. Quant à la question de la pose de la latérite sur les différents nids de poules, les ingénieurs du l'OVD arguent que c'est pour des raisons d'homogénéité car les routes de Kolwezi ont pour couche de fondation la latérite. Parlons santé, dans ce grand direct, plusieurs cas de choléra ont été détectés dans différentes zones de santé de la place. À ce sujet, Exosengoy a rencontré Dr Francis Cambol, directeur provincial de la santé, qui est revenu sur les statistiques depuis la première semaine de l'an 2024 jusqu'à ce jour. À l'en croire, des 176 cas détectés, il y en a 2 qui sont décédés et la santé de 10 autres malades sont sous traitement et qui évoluent bien. Suivez ici donc le docteur Francis Cambol. L'épidémie est encore là. Pour cette année 2024, de la première à la 5e semaine, nous sommes déjà à 176 cas, dont 2 décès, soit une létalité de 1,1% de létalité. L'épidémie continue à Bunkeya, à Fungurume et à Lualaba où elle a été confirmée, mais pour les zones de santé de Manika, Kanzenze et Dilala, où nous avons prélevé les échantillons, tous ces échantillons se sont avérés négatifs jusque-là. Mais c'est que Bunkeya, à ce jour, nous avons 13 cas, dont un décès. Dilala, il y a eu un cas suspect cette année qui a été négatif. Fungurume, 130 cas, dont 2 décès, soit 0,8% de létalité. Kanzenze, nous avons eu un cas suspect qui a été négatif. Lualaba, nous avons enregistré 13 cas, 0 décès, et Manika, 18 cas suspects que nous avons eu ici à Manika. Mais au jour d'aujourd'hui, dans nos CTC, nous n'avons que 10 malades. Nous avons 10 malades qui sont sous traitement, 8 à Fungurume et 2 à Bunkeya. À Lualaba, à ce jour, 0 cas sous traitement dans nos centres de traitement. Manika, 0 cas dans notre centre de traitement. Nous n'avons que les 10 malades qui sont à Fungurume et Bunkeya à la date d'aujourd'hui. L'évolution des cas est bonne parce que nous avons fait une itinérance dernièrement avec son Excellence Madame la ministre et en charge de la santé. Nous sommes allés à Fungurume, nous avons été à Mulumbu, on a fait des sauts dans toutes les UTC, on a prépositionné les médicaments qu'il fallait et maintenant ils sont sous traitement. Malheureusement, on avait donné beaucoup de médicaments à Mulumbu qui notifiait beaucoup de cas à Fungurume, mais maintenant c'est un Kando. Heureusement qu'on avait mis aussi les médicaments et quelques sacs de farine pour l'alimentation des malades. Sinon, sur le plan prise en charge, nous, tout est prêt. Nous venions encore de recevoir un autre lot de nos partenaires de l'UNICEF à travers CPAE qui nous a donné des chlores et quelques intrants par rapport aux différents intrants de prise en charge que nous avons. Et après l'autorisation de siéger obtenue par les élus d'Ensemble pour la République, la rédaction de Mikuba Télévision a interrogé Sylvain Kantolomba et Alberto Bagila, respectivement sociocritiques et analystes des questions politiques, sur la décision tant attendue. Leur lecture dans ce reportage, encore une fois, d'Exosengoy. D'entrée de jeu, Sylvain Kantolomba et Alberto Bagila ont salué la décision du parti Ensemble pour la République. Selon eux, celle-ci révèle du respect des électeurs et de la considération accordée à l'intérêt supérieur de la nation. C'est une décision qu'il faut saluer dans la mesure où elle relève de la grandeur et elle charrie la position républicaine. Parce qu'à un certain niveau, nous devons être des républicains et privilégier l'intérêt supérieur de la nation au-delà de nos appartenances politiques. Ils ont pris la meilleure décision parce que Ensemble, c'est vrai que c'est un parti politique, mais ces élus ont été élus par la population. Donc les députés devraient normalement suivre la voix de la population, la voix de la majorité, et devaient toujours siéger pour jouer leur rôle. Cependant, cette résolution n'annule en rien les irrégularités du processus électoral. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir. Thank you.